bon? Donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je me présente. Mon nom est Françoise Paquette. Je suis directrice des relations gouvernementales au Conseil québécois du commerce de détail. Donc, au nom du Conseil et de notre partenaire Détail Québec, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui va porter sur la démystification de l'achat responsable, volet 2. Je sais que certains d'entre vous étiez présents avec nous lors du volet 1 la semaine dernière. Donc, si ce n'est pas le cas et que vous souhaitez en savoir davantage, sachez que le webinaire a été enregistré, donc il est possible de le visionner. Donc, pour revoir en fait la partie du volet 1 qui a été donnée la semaine dernière. Donc, la formation, le webinaire formation d'aujourd'hui va vous être présenté par Mme Anne-Marie Saunier. Anne-Marie qui est directrice générale de l'ECPAR, qui est une organisation, un réseau d'organisations qui collaborent pour accélérer l'achat responsable au Québec. Mme Saunier possède une vaste expérience dans le domaine. Elle a réalisé de nombreuses études de faisabilité, développé des politiques, des plans d'action pour accompagner les gouvernements, des sociétés d'État également et des grandes entreprises canadiennes. L'ECPAR publie également, certains d'entre vous le connaissez sûrement, le baromètre de l'achat responsable au Québec. D'ailleurs, ils en sont rendus à leur 3e édition qui est en cours de réalisation au moment où on se parle. Je suis également accompagnée de ma collègue Vanessa Lamétrie, qui est coordonnatrice de projet au CQCD et qui va coordonner la portion des questions durant ce présent webinaire. Je vous rappelle, pour ce qui est du fonctionnement, que la durée prévue est de 1 heure. Le tout sera divisé en 2 parties. Donc, la première partie sera consacrée à la présentation de Anne-Marie. Il va durer environ, je crois, une trentaine de minutes. Et on pourra poursuivre dans une 2e partie avec le volet concernant les questions. Donc, je pense que le volet 2 aujourd'hui va davantage porter sur comment pouvoir vous outiller justement par rapport à l'achat responsable. Et on va évidemment parler un peu d'achat local, ça va de soi. On sait que ces temps-ci, c'est un sujet là, qui accapare de plus en plus, et tant mieux. Et je pense que l'achat responsable vient très bien s'intégrer dans tout cet engouement-là que le Québec connaît actuellement par rapport à l'achat local. Donc, avant de débuter et de laisser la parole à Anne-Marie, je vais demander à Vanessa, peut-être pour ceux qui sont moins familiers avec la plateforme, de vous expliquer comment la période de questions, là, côté fonctionnalité de la plateforme. Donc, Vanessa, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous les participants. Vous allez avoir 2 options pour poser vos questions. La première option, c'est durant toute la présentation d'Anne-Marie, vous avez l'option QR en bas de votre écran pour poser vos questions à l'écrit. Je les poserai à la fin directement à Anne-Marie. Pour ceux qui préfèrent poser des questions à l'oral, pour des questions plus développées, plus complexes, vous avez l'option main levée. Durant la période de questions, j'irai à ce moment-là activer votre micro pour échanger avec la conférencière. Et voilà. Bon webinaire à tous. Et est-ce que peut-être aussi, est-ce que c'est à ce moment-ci qu'on invite peut-être que la question du sondage, donc je crois qu'on souhaite dans le cadre du webinaire vous adresser un sondage et Anne-Marie pourra vous expliquer à quel moment est-ce qu'on vous enverra les questions. Donc si les gens peuvent, dans la section, j'imagine, chat, de pouvoir répondre au sondage. Donc je te laisse la parole Anne-Marie. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous encore cette semaine pour vous parler d'achat responsable. Donc, je vais tout simplement faire un partage d'écran, que vous puissiez voir la présentation. Donc, est-ce qu'on voit bien la présentation, Françoise? Oui, c'est parfait. On la voit très bien. Bon, oui. Parfait. Donc, aujourd'hui, l'objectif est de vous présenter le volet 2 qu'on avait préparé pour vous au niveau de démystifier l'achat responsable. Simplement, je vais vous parler encore un peu au début de l'ECPAR, l'organisation que je représente, que vous puissiez voir un peu pourquoi on pense pouvoir vous parler d'achat responsable et revenir sur quelques concepts d'achat responsable pour que vous puissiez voir vraiment qu'est-ce que c'est, de quoi on parle, donc un bref rappel.
Mais l'objectif aujourd'hui, c'était de voir avec vous, est-ce que vos approvisionnements ou vos fournisseurs sont responsables? Quels sont les points qu'on peut observer pour être capable d'évaluer ça? Et c'est là, à cette partie-là, que j'aurai un sondage que vous pourrez compléter. Et ensuite, vous donner quelques lignes d'action, comment prioriser pour commencer ou progresser, parce que c'est évident qu'on ne peut pas mettre en place l'achat responsable sur l'ensemble des produits ou des services qu'on acquiert. Donc, c'est une démarche là, vraiment un peu à la fois graduelle. Donc, comment on peut faire pour prioriser? Vous présenter les outils qu'on croit qui puissent vous être utiles et voir un peu avec vous comment vous pourriez vous montrer une liste de contrôles pour voir comment ça pourrait évoluer cette question-là de l'achat responsable graduellement. Donc, tel que je vous avais dit, l'ECPAR, l'espace de concertation sur les pratiques d'approvisionnement responsable, c'est un réseau de donneurs d'ordre, de grands acheteurs du Québec et d'ailleurs au Canada qui ont uni leurs forces pour mettre en place l'achat responsable il y a maintenant 10 ans. Donc, on a eu au fil du temps différents détaillants. En ce moment, dans le commerce de détail, c'est surtout la SAQ qui est notre membre. On a travaillé avec plusieurs grands détaillants. Donc, une organisation peut être membre de l'organisation pour un certain temps pour développer ses compétences, acquérir des outils, développer des outils. C'est multisectoriel, multipartite, donc ça couvre vraiment l'ensemble de ce qu'on peut faire en achat responsable et ça vise à accélérer là, le passage à l'action en achat responsable. Tout simplement dire 2 mots sur le fait qu'en 2020, on a confirmé l'importance de l'achat responsable. Avec la crise énorme qu'on vit actuellement, on a fait quand même une bonne réflexion avec nos membres, avec notre conseil d'administration pour évaluer est-ce qu'on continue à parler de la question d'achat responsable, quelle ampleur on donne au mouvement. Et on a confirmé, au fond, on s'est dit que le timing actuel était vraiment extrêmement important pour mettre en place l'achat responsable et que c'était donc plus important que jamais de passer à l'action. Donc, c'est sur cette base-là que j'étais vraiment très contente aussi d'avoir l'occasion de parler à vous, les gens du commerce de détail. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire quand on fait l'achat responsable? Évidemment, on veut gérer l'ensemble des risques qu'on connaît sur nos chaînes d'approvisionnement ou liés à nos produits, le risque de travail des enfants qu'on a souvent entendu parler, les risques liés au transport, les problématiques au niveau de la matière première qui n'est plus disponible comme elle était, le fait que notre matière première se dirige surtout vers les sites d'enfouissement plutôt qu'être réintroduit dans les circuits de production. Donc, c'est ça qu'on veut changer et régler là, quand on travaille la question de l'achat responsable. Et pour les approvisionnements au Québec, autant que ceux qui viennent d'ailleurs dans le monde. Donc oui, on parle beaucoup d'achat local en ce moment. Certainement, il y aura une grande mouvance qui va continuer sur cette question-là. Je vais en parler tout à l'heure. On va continuer d'acheter certainement aussi à l'étranger. Donc, comment on fait pour s'assurer de gérer les risques ou de saisir les opportunités? Comme je le disais la semaine passée, je trouvais que c'était important de le répéter. Nous, depuis qu'on travaille la question de l'achat responsable, on voit que les lois, les règlements deviennent de plus en plus contraignants sur cette question-là de comment ce qu'on achète, nos chaînes d'approvisionnement, on a une responsabilité sur ce qui se passe sur cette chaîne d'approvisionnement-là parce qu'on a une sphère d'influence. Donc, quand on a commencé à travailler ces dossiers-là au début des années 80, les mesures étaient presque seulement volontaires. Mais depuis les années 2010, on voit que des États américains ou même des pays comme la Grande-Bretagne, la France, se sont donné des lois qui obligent les entreprises, surtout les grandes multinationales pour le moment, à rapporter comment elles gèrent leurs approvisionnements à l'étranger ou où que ce soit. Donc, d'identifier les risques et d'identifier clairement sur leur site web les enjeux et qu'est-ce qu'elles font pour les maîtriser. Donc, ça, c'est des lois actuellement en vigueur et des lois semblables qui ont été déposées ici au Parlement, qui ont été étudiées au Sénat. Ça fait plusieurs années que certains acteurs, là, des parties prenantes, tentent de faire mettre en place des lois semblables là, en Amérique du Nord. L'achat responsable est aussi un des objectifs de développement durable des Nations unies. Donc, cet agenda 2030 que l'ensemble des pays des Nations unies se sont donnés comme objectif à atteindre pour 2030. L'objectif 12 qui dit de faire plus et mieux avec moins, consommer et produire de façon responsable. Quand on fait l'achat responsable, on contribue aux ODD. Donc, on voit de plus en plus de grands détaillants, d'entreprises, de gouvernements qui déclarent ce qu'elles font officiellement pour atteindre les ODD. Et nous, on s'inscrit vraiment dans cette mouvance-là.
réduire, au fond, atteindre les ODD, contribuer à l'économie circulaire et à une économie qui est sobre en carbone. J'irai rapidement ici sur les différents principes d'achat responsable. Au fond, simplement rappeler que quand on veut travailler achat responsable, c'est les 3 volets environnemental, social, économique du développement durable qu'on veut atteindre. Donc, assurer la circularité de la matière, réduire les émissions de DGS, la consommation d'énergie et de tous les consommables qui sont souvent des consommables à utilisation unique. On veut réduire, sinon éliminer autant que possible ces utilisations-là. Sur le plan économique, on veut travailler surtout pour ce qui vous intéresse, peut-être la question de l'équité sur les chaînes d'approvisionnement, le commerce équitable. Prendre garde que les mesures qu'on met en place ne vont pas exclure les plus petites entreprises, donc avoir une attention très forte sur cette question-là. On ne veut surtout pas exclure les PME du Québec du marché parce qu'on commence à implanter des critères de développement durable. Donc, il faut s'assurer que les entreprises sont en mesure de répondre. Mais je vous dirais que sur ce plan-là, on voit de plus en plus de fournisseurs du Québec qui sont innovants, qui ont mis en place une offre plus responsable, qui nous disent au fond que cette demande-là, cette offre-là plus responsable, elle leur est pas demandée par les donneurs d'ordre ou quand ils vont soumissionner pour gagner un appel d'offres ou remporter un contrat dans quelque sorte de processus que ce soit, ils ne gagnent pas nécessairement de points parce qu'ils ont une offre plus efficace sur le plan énergétique ou ils ont une offre qui comporte pas de produits chimiques, de composés organiques volatiles. Donc, eux mettent des efforts pour avoir ce genre de produits-là, mais soit ils ne se les font pas demander, soit ils ne gagnent pas de points. Il n'y a pas rien qui valorise cette offre-là plus responsable. Donc, c'est un enjeu dont je vais reparler un petit peu plus tard. Au niveau du plan social, nous, on a mis dans le volet social, c'est socio-économique, la question de l'achat local et même environnemental. On en a parlé la semaine passée. Les achats auprès du secteur économie sociale, donc je vais parler plus ce matin, et le fait qu'on devrait exiger le respect des lois du travail pour tous les produits et services, peu importe leur origine. Les pays, en général, l'ensemble des pays de la planète ont des règles pour encadrer le droit du travail sur leur territoire. Donc, ce n'est pas une question que ces lois-là n'existent pas, c'est qu'elles sont difficiles à faire appliquer. Donc, quand on les exige comme un donneur d'ordre, comme un acheteur, on aide un pays à faire appliquer les lois sur son territoire. Donc, il ne faut pas négliger non plus ce volet-là. Donc, ça, c'est la question achat responsable, un bref rappel. Et tout ça, on essaie de le faire en fonction des points chauds sur le cycle de vie. Donc, on ne veut pas imposer n'importe quel critère au marché. On veut que le critère qu'on va exiger soit le critère qui nous permet d'aller toucher les enjeux les plus importants pour un produit. Donc, il y a des analyses qui existent qui nous disent, au fond, où sont les grands impacts des produits qu'on acquiert. Ici, on a 2 exemples sur le tableau. Donc, quand on regarde ce produit-là, une tondeuse, on voit que l'impact est surtout à la phase d'extraction ou d'utilisation, étant donné les carburants souvent qui sont utilisés. Et dans le cas d'une table comme celle-ci, c'est encore la phase d'extraction et la phase d'utilisation, étant donné les émanations souvent toxiques là, de ces produits-là, qui sont les enjeux les plus importants. Donc, il y a des outils maintenant qui sont développés qui disent dans beaucoup de catégories de produits qu'est-ce que c'est ces points chauds-là et qu'est-ce que c'est les critères qu'on devrait implanter. Donc, c'est un peu ça, là, toute la question de l'achat responsable qu'on cherche à implanter. On veut réduire l'impact environnemental de nos activités et de nos achats, sécuriser nos approvisionnements stratégiques, être plus autonomes, si on l'a bien vu avec la crise qu'on est en train de vivre. On doit contribuer maintenant à une économie qui sera sobre en carbone et circulaire pour assurer que la matière réintègre les circuits de production et qu'elle ne s'en va pas dans des sites d'enfouissement et que nos achats contribuent au développement socio-économique. Ici, sur notre territoire, c'est évident, mais si ça se passe ailleurs dans le monde, on voudrait bien aussi que les retombées aillent pour les communautés, contribuent au développement socio-économique. Donc, tout ça, ça a l'air un peu idéaliste quand on le regarde comme ça, mais rendu en l'an 2020, on a maintenant vraiment des outils là, qu'on peut regarder pour voir est-ce qu'on peut acheter responsable. Donc, j'en serais ici à la partie vos approvisionnements sont-ils responsables? Vos fournisseurs sont-ils responsables? C'est ici que je vais tenter de vous administrer le sondage. Donc, j'essaie de partir ça. J'ouvre le vote. Donc, vous allez voir le sondage apparaître à votre écran et je vous invite, là, on va prendre quelques minutes pour que vous puissiez y répondre. Donc, vous me voyez, vous me dites, là, Françoise, est-ce qu'on voit maintenant le sondage? Oui, on le voit. Parfait.
Donc, je vous invite à répondre, les gens qui sont en salle. Je ne vois pas les gens participer. Je me demande si c'est accessible. Est-ce que peut-être quelqu'un peut nous dire, est-ce que vous voyez les participants, le sondage? Le bouton ne ça fonctionne. commence. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon. parti. C'est ça, j'avais un message dans le chat. Secondes. OK. Donc, je laisse encore quelques secondes. Il y a encore des votes qui rentrent. On a encore des votes qui rentrent, donc je vous laisse encore quelques minutes. C'est bien intéressant. Et je crois qu'on est bien. Je crois que j'ai 22 personnes sur 31. Donc, je vais mettre fin au vote maintenant. Et je vais vous partager les résultats. Donc, est-ce que vous voyez le partage des résultats? Oui. Oui, c'est parfait. Donc, on voit la question, la première, c'était utilisez-vous des critères d'achat responsable? Donc, on voit quand même là, dans nos participants, il y en a 77 qui utilisent des critères. Donc, j'aimerais bien, là, tout à l'heure, dans la présentation, peut-être qu'on prenne un peu de temps pour vous entendre sur cette question-là. Quels critères utilisez-vous et est-ce que vous auriez besoin d'un coup de main sur certains aspects pour aller plus loin, pour qu'on puisse mieux répondre à vos besoins? Quand on regarde quels sont les critères d'achat responsable qui sont utilisés, donc on voit la question, là, le pourcentage de matières recyclées demandé par 64 des répondants. Donc, c'est une pratique qui est déjà bien mise en place pour plusieurs. La consommation énergétique, la durabilité, l'emballage optimal, biologique, santé animale. Donc, on voit qu'il y a des réponses un peu partout, sans COV peut-être un peu moins utilisé. Et tout à l'heure, peut-être on verra sur ceux qui utilisent d'autres critères, quels sont les critères que vous utilisez. On vous demandera de nous en dire quelques mots. Avez-vous vérifié si vos fournisseurs ont une offre de produits plus responsables? Donc, pour la plupart des répondants, oui, c'est déjà fait. Et savez-vous où repérer l'offre de produits aux fournisseurs locaux? Bien, on voit là, qu'il y a quand même plusieurs personnes, 59 des répondants qui ont une bonne idée sur ce plan-là. Donc, c'est bien intéressant. Je vais donc arrêter le partage ici, retourner à notre présentation et on pourra peut-être, avant de commencer, voir un peu, moi j'aimerais peut-être vous entendre, si vous permettez, Françoise et Vanessa, est-ce que certains voudraient nous parler des critères d'achat responsable autres qui sont mis en place pour lesquels on n'avait pas une réponse? Est-ce que quelqu'un serait prêt à en parler? Parfait. À ce moment-là, oui, vous pouvez lever la main pour ceux qui sont intéressés à partager leur pratique. Je pourrais activer le micro s'il y a des intéressés, n'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un est prêt à nous parler des critères achats responsables qui n'étaient pas dans la liste qui seraient utilisés? Vanessa, comme je suis en partage d'écran, je ne vois pas. Est-ce que quelqu'un a levé la main? Pour le moment, non. Je n'ai pas de main levée. Sinon, on pourra le faire à la fin. Excellent. Donc, on continue. Donc, moi, je voulais, aujourd'hui, on était un peu plus dans le pratique. La semaine passée, on a regardé un peu l'ensemble des critères qu'on pouvait mettre en place. Je voulais vous présenter un peu où est-ce qu'on en est dans les différents critères par grande catégorie de produits qui sont de plus en plus des critères, comment dire, où on pense que le marché est relativement mature. Il existe la plupart du temps des certifications et au fond, c'est des critères là, qu'on pourrait commencer vraiment à s'assurer d'implanter. Donc, je vais quand même les passer comme ça, qu'on puisse voir. Et puis, tout à l'heure, on aura une discussion avec vous si vous voyez autre chose que vous travaillez déjà. Donc, sur le plan des produits électriques, électroniques et tous les produits d'éclairage, donc évidemment, le critère d'efficacité énergétique,
pour contribuer à la réduction des émissions des GES avec la certification Énergie Star. C'est un critère, je pense, que la plupart des organisations ont commencé à utiliser et qu'on peut quand même aussi mettre en relief dans nos communications quand nos produits sont reconnus comme les produits les plus efficaces sur le plan énergétique sur le marché, parce que c'est quand même un levier qui est important. Et réduire les émissions de GES, on sait que c'est un enjeu là, important au niveau de l'efficacité énergétique. La durée de vie pour ces produits-là aussi est de plus en plus un point qui est demandé. Pour les produits d'éclairage, on l'a vu, souvent, il y a une grande différence de prix entre les différents produits, mais les produits qui ont de plus grande durée de vie, il y en a maintenant sur le marché. Toute la question de la réparabilité, qui n'est pas énormément en place, qu'on voudrait voir s'appliquer plus. Et il y a des certifications pour les produits électroniques, comme la certification EPEAT, qui s'applique maintenant à la plupart des produits électroniques, ordinateurs, imprimantes et compagnie. Et ça couvre toute une variété d'enjeux. Donc, là aussi, il est fort probable que quand vous achetez un ordinateur, même si vous ne demandez pas l'exigence, probablement que votre ordinateur rencontre cette performance-là, mais ça pourrait être des choses que vous documentez, que vous informez vos consommateurs du fait là, que le critère est en place et que la performance du produit est là. Sur les produits alimentaires, il n'y a pas grande de nouvelles ici. On essaie de travailler la question des produits équitables. On sait qu'il y en a dans les produits équitables, la plupart sont des produits alimentaires sur le marché. Donc, il y a une certification, plusieurs certifications, mais entre autres la certification Fair Trade, Fair for Life qui existe, qui donne quand même des garanties. Je vais en reparler tout à l'heure. La question du biologique, et il y a une certification qui s'appelle Agriculture biologique Canada qu'on peut aller chercher, qui est certifiée ici au Québec par Écocer. Il y a toute la question de le produit local Québec dans les produits alimentaires avec Aliments du Québec, et il y a une certification aussi qualité et origine Québec pour les produits du vin, cidre et vin de glace. Donc, surtout quand il y a des certifications, il y a des leviers évidents pour être capable de mettre en place les critères et aussi de les communiquer. Au niveau des produits de la mer, il y a toute la question de la gestion durable de la ressource avec les certifications qu'on connaît, MSC et ASC pour les produits d'élevage. Au niveau des fleurs, il y a de plus en plus de fleurs équitables sur le marché, c'est la certification Fair Trade. Produits nettoyants, toutes les questions de biodégradabilité sans COV avec des certifications aussi. Donc, je continue à énumérer un peu là où est-ce qu'on en est pour voir un peu de votre côté, est-ce que vous pourriez partir ou est-ce que c'est des actions que vous faites déjà? Dans la question du papier bois, c'est la gestion durable des forêts. Avec la certification FSC, il y a d'autres certifications semblables. Dans les matériaux de construction, le pourcentage de matériaux recyclés, la durabilité, la résistance des produits. Mobilier de bureau, est-ce qu'on est capable d'avoir des produits usagés, reconditionnés, démontables, réparables avec une bonne résistance et un pourcentage de matières recyclées? Dans le vêtement textile, où il y a énormément d'enjeux, j'aurais pu mettre ici aussi la question de l'usager reconditionné parce qu'il y a une tendance très forte sur ça aussi. Mais sinon, il y a la question du biologique, la certification textile biologique, le coton équitable aussi, qu'on peut avoir accès sur le marché, le pourcentage de matières recyclées. Les cosmétiques, il y a une offre de produits biologiques naturels aujourd'hui. Et pour les emballages, je l'ai indiqué ici, mais je n'en parle pas beaucoup parce que vous allez avoir bientôt une présentation qui va vous être faite sur ce plan-là. Pour les fournisseurs locaux, on en a parlé la dernière fois, il y a des critères qui concernent la situation géographique. Donc, la distance du lieu de vente de 50 à 160 km est l'exigence qu'on voit généralement. La propriété de l'entreprise, est-ce que les pourcentages de capitaux détenus localement, le lieu d'immatriculation et les impacts socio-économiques si on veut aller jusque-là. Au niveau de critères de fournisseurs responsables, il y a une certification éco-responsable ISO 14000, mais il y en a une aussi éco-responsable qui a été développée au Québec par le Conseil de l'industrie durable. Je vois qu'elle n'est pas ici, là, je vais la rajouter dans le tableau. Donc, il y a quand même un bon nombre d'entreprises au Québec qui sont certifiées éco-responsables. Il y a plusieurs niveaux dans la certification. C'est une certification qui est encore méconnue. Et toute la question de l'empreinte carbone dont j'avais parlé la dernière fois, au fond, au niveau du transport, pour voir là, est-ce que les véhicules sont plus performants. Et les critères généraux de Kingfisher dont je vous avais parlé la dernière fois, qui peuvent s'appliquer à plusieurs catégories de produits et services.
On m'a posé la question la dernière fois sur les emballages. Donc là aussi, je rappelle, vous aurez une présentation bientôt de Entreprises et Québec. Est-ce que, Françoise, tu veux en parler 2 minutes que j'ai le temps de voir à ma voix parler de cet événement-là qui s'en vient? Oui, que tu as le temps de t'en remettre. J'imagine que en fait, je ne sais pas si tu faisais référence au webinaire qu'on a donné cette semaine sur la révolution des emballages. C'est passé, hein? Oui, effectivement, c'était, je parle de la notion du temps, je pense que c'était hier, en fait, hier ou avant-hier. Donc, on en a fait une, mais je sais qu'il y aura également un autre webinaire donné par Éco-entreprise Québec le 18 juin qui s'en vient, qui va porter sur la modernisation du régime de collecte sélective. Donc, certainement qu'il y aura des éléments aussi qui seront donnés par rapport aux emballages. Excellent. Donc, moi, je voulais surtout répondre à la question qui m'avait été posée au niveau des différents types d'emballage, en fait, des bouteilles. Et je voulais tout simplement vous mettre le fruit des recherches qu'a fait la SAQ sur cette question-là, où eux travaillent vraiment la question du verre allégé. Mais il y a aussi des contenants alternatifs là, qui ont été identifiés, qui peuvent être utilisés aussi et qui sont peut-être parfois un peu plus difficiles à vendre aux consommateurs. Mais tout simplement, vous inviter à aller visiter le site d'Éco-entreprise Québec, là, qui est vraiment la référence au Québec. Donc, nous, à l'ECPAR, on ne travaille pas beaucoup la question de l'emballage parce que d'autres acteurs ont développé des outils très performants pour ça. Donc, on recommande plutôt à nos membres là, d'aller vers ces sources d'informations-là. Oui. Si tu me permets, Marie, en fait, la présentation qui a été faite par Éco-entreprise Québec cette semaine, justement, sur la révolution des emballages, elle est également disponible en ligne. Elle a été enregistrée. Donc, pour ceux qui voudraient la voir, et oui, on voit toutes sortes d'éléments intéressants, notamment, moi, je voyais les emballages de transport, des emballages très intéressants là, qui sont réutilisés. On parlait d'exemple de la Finlande, notamment. Donc, je pense que pour ceux qui souhaitent, c'est possible d'aller sur notre site Internet et d'aller chercher le revisionnement de ce webinaire-là. Excellent. Parfait. Et le site d'Éco-entreprise Québec, où il y a beaucoup d'histoires de cas, en fait, qui peuvent vous inspirer là, sur ce plan-là. Au niveau du bio, tout simplement attirer votre attention sur, parfois, on a l'impression que la question de la culture biologique, il y a juste une option et c'est très contraignant et c'est surtout souvent beaucoup plus cher. Il y a quand même différents niveaux d'implantation d'une agriculture plus biologique. Donc, on voit là, dans les choix de la SAQ, quand on a des vins bio, il y a 3 types de production, en fait, biologiques, les vins biodynamiques ou les vins nature, qui sont reconnus dans cette catégorie-là. Donc, ça vaut quand même la peine là, de voir jusqu'à quel point, comment on peut présenter cette offre-là et lui permettre d'être mise en évidence, l'offre bio sur les produits qu'on offre en magasin. Donc, la question pour vous, au fond, c'était de voir est-ce qu'il y a d'autres produits qui ne sont pas couverts ici pour lesquels vous avez implanté des critères ou pour lesquels vous aimeriez avoir des orientations. Donc, peut-être si vous ne voulez pas répondre maintenant, moi, je serais très intéressée à connaître quelles sont vos questions là-dessus et comment peut-être on pourrait vous fournir des orientations ou connaître les pratiques que vous avez déjà mises en place et voir comment on pourrait les partager. Et sur un autre plan aussi, est-ce que l'offre de vos fournisseurs, qu'est-ce que c'est que vos fournisseurs vous produisent? Puis est-ce qu'il y a une bonne collaboration, une capacité de travailler avec vos fournisseurs pour être capable d'améliorer cette offre-là? Donc, moi, je l'avais dit un peu la dernière fois, je le répète, nous, avec vous, les gens du commerce de détail, on est très intéressés à savoir où vous en êtes rendu, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous donner plus d'informations, vous fournir plus de matière. Donc, soit vous levez la main en ce moment pour nous dire, au fond, s'il y a des besoins, des critères en particulier pour lesquels vous aimeriez avoir des orientations, soit on pourrait le voir là, à la fin de la présentation. Donc, je vais vous laisser 2 petites minutes. Et Vanessa, je vais te demander de m'aider pour voir si quelqu'un veut répondre. Parfait. J'attends de voir s'il y a des mains qui se lèvent entre-temps. Peut-être entre-temps, Anne-Marie, dans le cadre du sondage que tu vas tantôt soumis, dans les critères que certains demandaient, certains précisaient que l'offre équitable. En fait, les critères qu'ils demandaient étaient des critères équitables en ajout à tout ce que tu vas proposer là, comme… Ah oui, c'était ça le point en plus. Parfait. Oui, c'est vrai, il n'était pas dans la liste.
J'ai pas de main levée. Parfait. Donc, on continue. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour prioriser, pour commencer? Mais j'ai l'impression que plusieurs d'entre vous ont commencé ou pour progresser. Donc, qu'est-ce qu'on dit sur ce plan-là? La première chose qu'il faut faire, si ce n'est pas fait déjà, c'est classer, segmenter qu'on appelle vos achats, les achats que vous réalisez pour les produits que vous offrez en magasin, mais ça peut être aussi les produits dont vous avez besoin pour administrer votre commerce par grand volume. Donc, là, je ne pouvais pas vraiment y aller par catégorie parce que je sais que vous êtes dans toutes sortes de secteurs, mais tout dépendant de tout ce que vous offrez dans votre magasin, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin pour être capable de faire une bonne priorisation avec les organisations? C'est d'être capable de savoir c'est quoi les grandes catégories de produits qui sont offertes, c'est quoi les meilleurs vendeurs, c'est quoi les produits qui amènent le plus de bénéfices, classés par volume, pour qu'on soit capable de voir l'importance relative, là, presque en un coup d'œil, de l'ensemble de ce qui est acheté, qu'on soit capable d'évaluer un tant soit peu les impacts. Donc, peut-être certains d'entre vous ont déjà réalisé un exercice comme celui-là. Et ce qu'on veut, au fond, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir une liste, au fond, qui pourrait ne pas avoir plus qu'une trentaine de catégories, 25-30 catégories, avec les volumes. Comme ça, ça nous permet de voir, quelqu'un qui connaît bien le secteur, de voir grosso modo c'est quoi les produits qui génèrent le plus d'impact. Et on peut aussi faire affaire avec des bases de données maintenant qui nous permettent d'identifier les enjeux, les impacts. Donc, les impacts pour être capable de comprendre c'est quoi les impacts en matière d'émissions de gaz à effet de serre, la question de comment ça peut contribuer à l'économie locale et circulaire, la question de l'équité. Donc, quand on a une bonne liste bien construite par segment, on est capable de dire là où sont les opportunités pour les produits et les services. Donc, c'est vraiment la première étape, à notre avis, à nous, pour être capable là, de prioriser les actions sur lesquelles on pourrait travailler. Un autre point sur lequel on peut viser, c'est de voir un peu, on a fait en 2016 la mesure de l'achat responsable, là, on l'a refait cette année. En 2016, qu'est-ce que ça nous avait dit? C'est que l'ensemble des organisations du Québec là, qui ont répondu, dont y inclut des détaillants, c'est quoi les produits qui sont les plus touchés par l'achat responsable? Vous les avez dans la liste de gauche, le papier, cartouche d'encre, produits nettoyants, éclairage, papier hygiénique, etc. Et les produits à droite, c'est là, et les services, c'est là où on n'a pas encore implanté nécessairement, bien que ce soit des produits ou des services pour lesquels il existe des certifications, pour lesquels il existe des outils d'achat responsable. Donc, une chose qu'on pourrait faire, si on offre ce genre de produits-là ou si on les achète pour sa propre administration, c'est s'assurer là, de rattraper la locomotive et de mettre en place des critères parce qu'on est rendu là en 2020. L'autre façon de prioriser, c'est de voir un peu c'est quoi les outils qui sont disponibles pour être capable de connaître c'est quoi les critères là, les plus importants selon les analyses de cycle de vie. Donc ici, ce que je vous ai montré, c'est les 22 fiches d'achat responsable qu'on a développées, nous, à l'ECPAR. Pour ces fiches-là, il y en a une bonne quinzaine qui sont d'accès public. Là, il y en a 6. Il y en a déjà 9 qui sont accessibles publiquement. Il y en a 6 nouvelles qui vont s'ajouter au mois de juin. Donc, c'est quand même un produit qui est rendu maintenant extrêmement accessible. Ça fait quand même là, un bon tour aménagement, entretien paysager, fourniture de bureaux, matériaux de réfection de murs, les services de traiteur, les imprimantes, hébergement, éclairage. Donc, il y a plus, excusez-moi, le truc est relativement fragile, là, je suis toujours en train de passer. Donc, voici, c'est des outils d'achat responsable aujourd'hui que vous pouvez utiliser qui sont quand même accessibles publiquement. Ces outils-là vous donnent les critères prioritaires et les critères optionnels. Tout à l'heure, je vous en dirai 2 mots si j'ai encore quelques minutes. Vous pouvez prioriser aussi sur la base des différentes options dont on a parlé là, la semaine passée et ce matin, donc achat local et auprès des entreprises de l'économie sociale. Est-ce que vous voulez favoriser plus la question de l'économie circulaire, le sub en carbone ou la question qu'on avait parlé sans culpabilité, vérifier nos approvisionnements à l'étranger, la question du commerce équitable. Donc, si vous voulez regarder la question de l'achat local, on en a parlé, c'est de réduire l'empreinte carbone surtout et d'avoir des retombées socio-économiques. Tout simplement vous dire que le panier bleu qui s'est donné quand même pour mission d'aider les consommateurs québécois à découvrir les entreprises québécoises et les commerces, à outiller les commerçants d'ici pour qu'ils puissent se faire connaître et se mettre en valeur. Il y a un communiqué de presse qui est sorti cette semaine. Il y a près de 20 000 commerces qui se sont inscrits, presque 7 000 qui sont des commerces physiques.
Donc, 4 000 pour lesquels le panier bio, c'est la première vitrine sur le web, donc la première fois qu'ils sont vraiment sur le web au niveau de leur commerce. 3 700 qui sont des commerces en ligne et presque 9 000 là, qui sont les deux, commerces en ligne et avec service. Donc, cette vitrine-là, le panier bleu, a vu donner accès à des services et des fonctionnalités qui permettent de géolocaliser les commerces locaux à proximité. Ça donne accès à des informations aussi sociodémographiques sur les consommateurs dans un rayon d'1 kilomètre du commerce. Et c'est un outil de clavardage en direct là, qui permet d'avoir une relation personnalisée avec le client. Il y a 8 comités qui viennent d'être mis en place pour assurer au fond que cette plateforme-là va aider à renforcer le commerce et l'accès numérique pour les commerces du Québec. Et ça vise à rassembler l'expertise québécoise. Donc là, la liste est là. Peut-être que ce n'est pas très visible, mais certainement, là, le Conseil québécois du commerce de détail pourra vous donner les informations si vous voulez vous associer à cette mouvance-là. Donc, c'est quand même un levier maintenant qui va être très facilitant, ou en tout cas qui cherche à être facilitant pour les commerces locaux. Il y a toujours des grandes questions pour l'achat local. Est-ce que c'est bon pour mon commerce et qu'est-ce que je vais valoriser? Est-ce que c'est le kilométrage? Est-ce que c'est le nombre d'employés locaux de mon fournisseur? Qu'est-ce que je veux mettre de l'avant? Qu'est-ce que je veux privilégier? Est-ce qu'il y a une offre de produits qui est suffisante? Est-ce que je vais pouvoir maintenir cette offre-là? Et est-ce que les prix sont compétitifs? Sur cette question-là, nous, ce qu'on voulait dire, au fond, l'achat local, on en parle à l'ECPAR depuis quand même 2005, mais sauf avec les entreprises privées, on entendait surtout parler des obstacles que les accords de libre-échange imposent et limitent la question de l'achat local. Donc là, s'il y a une mouvance et une intention du gouvernement du Québec de renforcer cette dynamique-là, pour nous, puis je suis contente de voir que vous avez répondu au sondage, que vous savez où repérer les produits locaux ici au Québec. Mais nous, on voyait quand même qu'il y avait un bon enjeu là-dessus et on voulait vous parler justement de l'offre des entreprises de l'économie sociale qui ont une offre de produits et de services ici au Québec qui est très développée, mais qui est produite par des entreprises là, qui ont un impact social. Donc, ça peut être des entreprises qui contribuent à intégrer au marché du travail des jeunes qui sont en difficulté, des personnes handicapées, des nouveaux arrivants. Ce sont aussi des coopératives qui ont une mission sociale. Donc, ce secteur-là au Québec, là, c'est quand même plus de 10 000 entreprises. Avec leur filiale, c'est plus de 200 000 employés, des revenus là, de près de 48 milliards de dollars. Et comme le disait Gérald Filion, qu'on connaît tous très bien, c'est un modèle qui est réputé solide et stable. Donc, on dit que le taux de survie des entreprises d'économie sociale, c'est que 62 % sont toujours en vie après 5 ans versus 35 % des entreprises traditionnelles. Donc, ça peut être un secteur intéressant et ici, vous allez avoir accès à notre présentation. On vous a ciblé là, où vous pouvez trouver l'offre des entreprises d'économie sociale dans les grandes régions du Québec et au fond, le site de ICRIC et d'Écotech, où ce sont des entreprises qui offrent des technologies propres là, auprès desquelles vous pourriez avoir recours. Donc, c'est pour vous donner une idée de ce que vous pouvez vous approvisionner. La question de l'équité sur les chaînes d'approvisionnement, j'en ai parlé rapidement la dernière fois. Montréal est devenue ville équitable cette année. Il y a une offre là, de produits équitables dans plusieurs secteurs. Et tout simplement, au fond, vous vous informez, si vous n'étiez pas déjà au courant, ce n'est pas des gros taux d'accès au marché du commerce équitable, mais c'est en croissance continue, comme vous voyez là sur le schéma de droite. Donc, une augmentation de 21 % de cette offre-là. Et au fond, qu'est-ce que c'est exactement le commerce équitable? Tout simplement vous rappeler, quand on travaille avec des produits équitables, on assure une meilleure équité, il y a une traçabilité, il y a le respect de la santé, sécurité et des droits au travail et une agriculture qu'on appelle raisonnée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le commerce équitable? Ça veut dire qu'un acheteur et un producteur s'entendent dans le respect d'un cadre éthique qui entoure leur transaction commerciale. Alors, l'acheteur, lui, il paie un prix minimum pour un produit et il offre, donc c'est standardisé, donc c'est un prix qui est garanti au début d'une récolte, par exemple, c'est un prix annuel qui est fixé. Et il y a aussi une prime sociale qui va être utilisée pour des fins de développement communautaire accessible pour les producteurs.
Les producteurs, de leur côté, doivent cultiver de façon durable, donc avec des règles de santé et sécurité au travail et des questions aussi sur le plan environnemental, de gouvernance et de traçabilité de leurs produits. Donc, on a vu le grand détaillant IGA s'est associé à la mouvance équitable avec les bananes qu'ils ont mis sur le marché, avec quand même une information aux consommateurs qui est très, très précise pour informer de ce que ça procure, pourquoi. Au fond, ça nous permet d'avoir un approvisionnement pour lequel on ne se sent pas coupable parce qu'on sait qu'on garantit un certain nombre de normes. Tout simplement, vous mentionnez que j'ai eu ces informations-là par une personne qui est probablement en ligne, qui représente l'organisation Équifruits, qui est un intermédiaire, au fond, qui acquiert des produits, dans son cas, des bananes équitables auprès de producteurs certifiés, les importe au Québec et les vend, les fait affaire avec des grands détaillants qui, eux, vont les vendre en magasin et vont les offrir aux consommateurs. Et ici, on vous a mis l'ensemble des références où se procurer, au fond, des produits équitables si on veut aller vers cette voie-là, comment on peut devenir détaillant et aussi les plateformes qui permettent d'être repérés au niveau des produits équitables qu'on met en magasin. Donc, c'est un peu ce qu'on voulait vous dire au niveau là, de comment prioriser en prenant en compte un peu les différentes options qu'on peut retrouver là, sur le marché. Donc, l'autre point que je voulais voir avec vous, que vous connaissiez bien, savoir utiliser les outils d'achat responsable. Donc, j'en ai parlé, les 22 fiches d'achat responsable. Qu'est-ce que présentent ces fiches-là? Je vous mets rapidement l'exemple pour le mobilier de bureau. Donc, dans une fiche d'achat responsable, on va trouver qu'est-ce que ça comporte, l'information qu'il y a dans la fiche exactement, qu'est-ce que c'est le produit qui est visé. On va trouver c'est quoi les enjeux sur chacune des étapes du cycle de vie. Donc, dans le cas du mobilier de bureau, on voit les impacts qui sont les plus importants. Et on va vous donner, au fond, des critères d'achat responsable prioritaires. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour réduire les émanations de substances toxiques, les certifications que vous pouvez demander et exactement l'information qui doit être demandée là, aux fournisseurs. Et c'est un peu comme ça pour la gestion durable des forêts, le contenu recyclé, la performance environnementale globale. Et on va aussi avoir des critères qu'on dit plus optionnels, additionnels. Donc, toutes les fiches d'achat responsable comportent ces informations-là. Très bientôt, d'ici à la fin du mois de juin, on aura aussi un guide opérationnel d'achat auprès des entreprises d'économie sociale. Donc, dans ce guide-là, à chacune des étapes du processus d'acquisition, on va pouvoir identifier comment on fait pour faire affaire avec les entreprises d'économie sociale. C'est des entreprises locales basées au Québec ou au Canada qui ont un impact socio-économique important. Donc, c'est un levier là, très intéressant en matière d'achat responsable. Et je termine au fond avec la question de la liste de contrôle, tout simplement en vous projetant une liste de contrôle que nos membres nous ont demandé de développer pour les achats de matériel roulant et tous les contrats de service qui incluent du transport. Donc, la fiche est certainement trop compliquée pour une organisation ou pour une autre. Il faut l'adapter. Mais au fond, ce qu'on dit, c'est que si on veut mettre en place la question d'achat responsable, parmi tous les critères qu'on a énumérés, on peut se faire une liste de contrôle pour dire, au fond, qu'est-ce que c'est que je veux implanter et comment on s'assure de qui serait responsable de vérifier si une offre plus responsable est disponible et qu'on s'assure, au fond, de suivre un peu comment on a documenté la question pour l'ensemble des produits et des services qu'on utilise. Donc, une simple liste de contrôle peut être développée par rapport aux produits que vous achetez pour voir pas à pas, au fond, comment vous pouvez évoluer. Donc, les listes de contrôle pour le développement durable, c'est un outil là, qui nous semble vraiment très, très simple d'utilisation. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous dire. Tout simplement vous dire pour le baromètre de l'achat responsable 2020, vous pouvez aller sur le site baromètre2020.org pour répondre au questionnaire. Donc, c'est la 3e édition du baromètre. C'est une référence pour évaluer le chemin parcouru. On va faire un rapport au mois d'octobre sur comment on devrait utiliser mieux les approvisionnements pour atteindre les ODD, mais surtout, chaque répondant va avoir une fiche personnalisée qui va présenter son niveau par rapport à celui des autres répondants. Et comme je le disais la semaine dernière, si on a beaucoup de répondants du commerce de détail, on pourrait avoir une fiche personnalisée qui compare une performance par rapport seulement à d'autres détaillants sans voir tous les autres types d'organisations publiques, les gouvernements ou les grandes entreprises privées. Donc, je vous invite à participer et à utiliser l'étampes « Je participe » pour créer le mouvement autour d'achat responsable si vous décidez d'aller répondre.
Donc, ça ferait un peu le tour de la présentation. J'ai peut-être pris un petit peu plus de temps, mais on aurait un bon 15 minutes là, pour entendre vos questions et vos commentaires s'il y a lieu. Merci beaucoup, Marie. Oui, Françoise. Ça commence. Est-ce que les questions commencent à entrer? Ben écoute, Anne-Marie, moi, j'ai juste le goût de te dire wow. Honnêtement, je connais pas le degré de connaissance des participants qui sont en ligne, mais vraiment, je suis impressionnée par la qualité de ta présentation. Écoute, je suis contente de voir qu'il y a énormément d'outils qui sont disponibles. Et je pense qu'il suffit tout simplement d'aller consulter ces outils-là pour être capable de pouvoir faire des pas et avancer. Évidemment, il y a des entreprises de plus grande envergure qui ont plus de personnel, d'autres peut-être moins de personnel. Mais je pense qu'il y a des outils maintenant disponibles en 2020 qui sont accessibles au niveau des détaillants. Donc, un gros merci pour tout le travail et tout le bagage, l'information que tu nous amènes ici. Je voulais peut-être aussi, j'ai cru voir, peut-être que tu peux me le confirmer, est-ce que par hasard, vous n'avez pas gagné un prix cette semaine de Novae, un nouveau guide aussi qui vient de sortir? Merci. Je voulais ajouter le guide parce que je ne l'avais pas vu au début, mais effectivement, on est très fiers d'avoir eu un prix pour un guide qu'on a développé sur les matériaux de construction. Donc, comment réduire à la source la gestion, la matière résiduelle sur les chantiers de construction. Mais pour tous ceux d'entre vous qui achètent des matériaux de construction, même pour leur consommation personnelle ou pour offrir en magasin, vous allez y trouver vraiment des bons guidelines. Là. Donc, on l'ajoutera dans la liste des guides, Françoise. Et on a gagné le prix Novae. On n'était pas seul avec ça. On était avec le groupe AGECO et le Conseil du bâtiment durable. Et il y a des bels exemples là, de cas d'application de réduction à la source. Donc, c'est comment on réduit par nos approvisionnements la matière résiduelle qu'on va générer là, sur les chantiers de construction. Donc, je vois que le nombre d'outils ne cesse d'augmenter sur votre site. Il faut les utiliser maintenant. Bravo. Est-ce qu'on a des questions en ligne, Vanessa? Je ne vois pas. Soyez pas gênés. Pour le moment, je n'ai pas de questions. J'ai juste, suite au sondage, là, la question quels sont les critères d'achat responsable que vous utilisez? Une personne avait répondu équitable, l'équitable. C'est ce que je mentionnais tout à l'heure. Ouais. On avait réduit à 10 choix, mais bon, c'est vrai. Bon, ben tant mieux, ben, bravo. Donc, est-ce que, s'il n'y a pas de questions, est-ce que quelqu'un voudrait nous parler de où on repère l'offre de produits plus responsables sur le marché au Québec? Moi, j'aimerais entendre quelqu'un parler de ça, si c'est possible. S'il y a un courageux dans l'assistance. Oui. Alors, là, j'ai une question, mais j'ai quand même une question qui est coupée. Pour l'instant, c'est juste écrit « À propos des cellulaires, comment peut… » J'attends que la suite apparaisse, mais… Je peux expliquer qu'on a une fiche d'approvisionnement responsable pour les téléphones cellulaires. C'est ça. Et puis, bon, la durabilité des appareils cellulaires n'a pas changé. Les appareils cellulaires avec des programmes aux 3 ans, mais prolonger la durée d'utilisation est définitivement le premier point qu'on devrait regarder et d'éviter là, d'avoir des appareils qui demandent de changer l'ensemble des pièces autour de l'appareil si on change l'appareil. Donc, d'avoir plus de régularité sur ce plan-là, mais il y a une fiche complète sur ce plan-là. Mais ça rentre dans les produits électroniques. Okay. Est-ce que quelqu'un veut nous parler de son expérience avec les fournisseurs de développer une offre plus responsable ou comment on repère l'offre? Est-ce qu'il y a des endroits où repérer que vous pouvez nous mentionner ou vous voulez garder vos secrets? Est-ce que pendant que les questions arrivent, est-ce que tu es en mesure de nous pister sur des offres de produits responsables en lien avec tous les produits de mesures sanitaires que tout le monde doit s'arracher en ce moment au niveau des détaillants, que ce soit les désinfectants, on sait que tout le monde doit aller s'approvisionner là, pour être capable de traverser la pandémie à l'heure actuelle. Y a-tu déjà, tu as parlé tantôt de la fiche sur les produits nettoyants. Les produits nettoyants. Donc, y a-t-il autre chose, d'autres éléments que tu vois poindre?
Bien, on parle dans les produits en fonction de l'urgence sanitaire qu'on vit, il y avait beaucoup de produits qui sont des produits du textile au fond, là, les masques, les vêtements, toutes ces questions-là, les produits nettoyants. Encore là, on a une fiche pour les vêtements de travail et c'est complètement applicable, tout ce qui est dans la fiche sur ces questions-là. Donc, oui, on a vu un certain assouplissement de la mise en place d'achats responsables étant donné là, l'état d'urgence, mais on a refait des rappels. Donc, c'est toute la question là, de respecter les règles pour les produits nettoyants. C'est les composés organiques volatiles, c'est la question de l'achat en vrac, ces questions-là. Et on pense qu'on a mis en place, on a proposé des mesures qui visent plus à voir comment on utilise les produits, peut-être que de travailler la question de l'approvisionnement. Donc, c'est utilisation-disposition. Donc, si on veut éviter d'avoir à réacheter du matériel neuf tout le temps, il y a une façon de gérer l'utilisation des masques pour les entreposer s'ils ne sont pas contaminés, pendant un certain nombre de jours pour ne pas les jeter, mais les réutiliser. Mais au fond, ce qu'on s'est aperçu, c'est que c'est des gens du système de la santé qui étaient préoccupés, qui ont mis en place leur système maison dans leur bureau pour s'assurer de ça. Donc, on essaie de plus systématiser parce qu'on voit toute une gestion de la matière résiduelle là, qui a pris un certain laxisme là, sur ces questions-là. Donc, les fiches continuent de s'appliquer. Mais en état d'urgence, on a vu qu'elles avaient été moins utilisées. C'est bon. Vanessa, pas de questions, pas de Ben, ça a été très clair, je pense, hein, ces deux volets. Non, pas de questions à l'oral, pas de questions à l'écrit pour l'instant. Si jamais j'en reçois par la suite, je vous les transférerai avec plaisir, Anne-Marie. Pour l'instant. Anne-Marie, j'ai presque le goût de t'inviter pour un webinaire volet 3. Si on reçoit d'autres questions ou si on a une meilleure idée de voir qu'est-ce que les gens pourraient avoir besoin comme accompagnement, on pense qu'au fond, ce qu'on constate, qu'on dit souvent dans le commerce, si on pouvait avoir au moins dans chaque gamme de produits une offre plus responsable. Donc, si on arrive dans le comptoir des produits nettoyants, mais s'assurer, peu importe qu'on soit dans un magasin à escompte, qu'on soit dans un magasin qui est plus régulier, de s'assurer d'avoir au moins une offre d'un produit qui est biodégradable dans chacune des variétés pour que la personne qui cherche ça puisse le trouver. Même, on sait. Donc, c'est une question aussi de plus les produits vont être disponibles et en magasin, plus il y aura des acheteurs et plus les prix pourront baisser aussi. Donc, on voit vraiment là, une mouvance, une volonté d'avancer avec la crise. Nous, on pense qu'il y a des critères qui vont se mettre en place, là, qui vont devenir obligatoires dans certaines gammes de produits. C'est certain que ces gammes-là, produits nettoyants et compagnie, pour les grands acheteurs institutionnels, mais on voit dans l'offre en magasin, ça arrive encore souvent qu'on n'aura pas l'offre d'un produit plus responsable. Donc, si au moins on pouvait avoir ça, ça serait déjà une grande avancée. Je vois qu'il y a une question. Savez-vous s'il y a beaucoup d'entreprises certifiées ISO 20400? ISO 20400, ce sont des lignes directrices, mais ce n'est pas une certification. Donc, il n'y a aucune certification. C'est des lignes directrices. C'est comme ISO 26000. C'est pour avoir l'ensemble des aspects qu'on devrait considérer quand on achète responsable. Sur le moment, il n'y a pas de certification. Nous, avec le baromètre de l'approvisionnement responsable 2020, on ne s'en va pas vers une certification, mais on s'en va vers une reconnaissance des niveaux de maturité. Donc, pour les répondants qui vont avoir, on évalue les pratiques selon 5 niveaux de maturité. Ceux qui auront un niveau 4 et 5 devront présenter des pièces justificatives et il y aura une reconnaissance là, de leur performance dans le cadre du rapport et lorsqu'on va rendre les résultats. On n'est pas encore dans une certification nulle part dans le monde sur la question de l'achat responsable. Parfait. Une autre question. Je m'intéresse à la liste que vous avez montrée sur les secteurs moins touchés par l'achat responsable. Vous parlez de vêtements de travail, mais je vois aussi que vous avez une fiche là-dessus. Quels sont les problèmes de ce secteur? Qu'est-ce qu'un fournisseur pourrait offrir pour améliorer l'offre? Donc, vêtements de travail, le vêtement de travail, entre nous, presque 100% du vêtement de travail se dirige vers les sites d'enfouissement en fin de vie. C'est peut-être un 5% qui est récupéré pour être réutilisé, donc récupéré par des entreprises d'économie sociale qui vont enlever les étiquettes, etc., qui vont les remettre sur le marché. Mais sinon, on n'a pas de filière de récupération du textile.
Donc, que faire par rapport à ça? C'est certain que de remettre en marché des produits pour qu'ils soient réutilisés, je pense qu'il y a une énorme tendance sur ce plan-là. Donc, récupérer, si possible, le vêtement, bon, pas juste le vêtement de travail, mais le vêtement en général, et le réoffrir là, à moindre prix à d'autres personnes. Et sinon, c'est le pourcentage de matière recyclée là, qui devient une tangente vraiment importante. Et il y a beaucoup de certifications bio, toutes sortes de certifications pour le vêtement de travail. Donc, c'est vrai, nous non plus, on ne comprend pas pourquoi, au fond, quand il y a un produit, il y a des fiches, il y a des outils, ce n'est pas encore appliqué. On arrive avec peine à le comprendre. Donc, on continue à faire la promotion, là. Est-ce que la certification Bicorp assure que l'entreprise fait de l'achat responsable, équitable? Oui, il y a des aspects sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement dans Bicorp. Oui, dans toutes ces… Oui, il y a un volet là, de voir le côté approvisionnement. Mais comme dans toute chose, on regarde surtout tes activités propres et puis après ça, on regarde tes appros. Donc, ce n'est pas le volet le plus important. Parfait. J'ai fait le tour. Ah, il y en a 2 autres qui viennent de rentrer. Commentaire. Le problème, c'est lorsque l'entreprise a entre 20 et 30 points d'achat. Il est difficile de contrôler les achats dans les différents domaines faits de différents bureaux. C'est vrai. C'est vrai, mais qu'est-ce qu'on a vu au fond, c'est d'identifier d'abord les produits sur lesquels on veut travailler. Puis quand on a l'espèce de portrait les achats qu'on réalise par volume, si on est capable de savoir quelle division achète ces produits-là, bien après ça, on est capable de dire, bien c'est sur ce produit-là qu'on veut réduire les impacts, c'est ce critère-là et c'est telle division qui devrait, au fond, mettre en place le critère. Donc, et on peut présenter le résultat aux gestionnaires de ces divisions-là ou aux responsables de façon qu'eux voient clairement, il y a un impact, il y a un grand volume, il y a un impact GES et c'est ma division qui achète. Donc, là, à partir de ce moment-là, on voit un phénomène naturel de prise en charge par les personnes responsables. Donc, il faut mettre mieux le point sur les i de qu'est-ce qu'on achète, les enjeux, et que les gens soient exposés à ça. Après ça, leur dire il y a un critère et là, après, valoriser l'achat responsable. Ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas encore dans les objectifs des directions acquisition et il n'y a pas non plus une reconnaissance de l'équipe qui va le mieux performer dans l'entreprise si elle a acheté responsable. Donc, c'est beaucoup de travail pour les gens qui veulent le faire. Donc, il faut être un champion, il faut être un passionné jusqu'à maintenant parce que les organisations, sauf par exemple la Société de transport de Montréal qui l'a inclus dans les objectifs de rendement des gestionnaires, on ne voit pas encore ça. Donc, c'est un peu la situation. Auriez-vous tendance à faire davantage confiance à une norme ou à une certification sur les produits, sachant qu'une norme est suivie volontairement? Bien, dans la mesure où une norme ou une certification va exiger qu'elle soit contrôlée par une tierce partie indépendante, les deux sont applicables. Donc, pourquoi l'inspection du travail fonctionnait dans nos pays? C'est parce qu'il y avait des normes et il y avait des inspecteurs qui étaient payés pour aller vérifier, faire des rapports et donner des amendes si ça ne se faisait pas. Donc, c'est quoi les normes et les certifications? C'est encore là des mesures volontaires. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui permette de suivre et de pénaliser, entre guillemets, si le comportement n'est pas là. On ne s'en sort pas, c'est un système obligatoire. Donc, ça prend absolument un contrôle par une tierce partie indépendante pour être capable là, de savoir que ça fonctionne bien. Est-ce que ça fait le tour des questions? Il en reste encore 2. Croyez-vous au Bicorp? Est-ce que ça vaut la peine? On aime ça, mais on ne sait pas si ce que ça va rajouter. Ça ne changerait pas nos pratiques responsables. Je crois que c'est un bon investissement Bicorp et moi, je m'engage de travailler avec plus d'acheteurs pour que les acheteurs l'exigent parce que c'est vraiment une certification qui est très valable. Et donc, c'est presque comme ancré dans la mission de l'organisation. Donc, c'est excellent comme certification. Mais pour que ce soit valorisé, il faut que ce soit exigé par les donneurs d'ordre. Si tu me permets, Anne-Marie, juste avant le confinement relié à la COVID,
le Conseil devait livrer son sommet, le sommet du commerce de détail, donc notre événement au Palais des Congrès qui est annulé quelques jours avant. Ouais. Donc, nous avions un atelier sur le B Corp. Effectivement, on avait comme panéliste, on devait avoir la banque, la BDC, la banque qui est très présente à ce chapitre-là. On avait également Frank Oates, le président de Frank Oates dans le domaine du vêtement, qui vient tout juste d'être certifié récemment l'an dernier. Et on avait également Danone aussi, la compagnie Danone sur le sujet. Donc, pour nous, c'était, en fait, on pense que le B Corp est quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Et pour ceux qui sont peut-être intéressés par ce volet-là, on sait que la BDC offre notamment des genres de séances de formation avec eux. Et je pense que si vous êtes intéressé, c'est peut-être une façon d'en apprendre davantage, de communiquer avec eux parce qu'ils sont un ambassadeur, je vous dirais, à l'heure actuelle, là, pour essayer de faire connaître davantage ce mouvement-là. Mais oui, je pense qu'il y a du plus à y avoir pour une entreprise, un détaillant qui peut être certifié B Corp, ne serait-ce que pour l'attrait de la main-d'œuvre également. De plus en plus, les jeunes sont attirés vers ce genre d'entreprise-là qui ont ces valeurs-là. Donc, peut-être pas au niveau juste de l'approvisionnement responsable, mais je pense que c'est en termes de philosophie d'entreprise, il y a quelque chose d'intéressant, définitivement. Oui, oui. Mais pour B Corp qui s'appliquerait à un détaillant, c'est évident qu'approvisionnement responsable va être primordial. Parce que pour un détaillant, les produits qui sont offerts en magasin, c'est clé, c'est majeur et c'est là qu'il faut qu'il y ait des pratiques qui soient mises en place. Donc, il faut savoir que B Corp, au fond, tout dépendant de ton secteur d'activité, les exigences, il n'y a pas de normes, au fond, qui s'appliquent de la même façon à une industrie pétrolière, un commerce de détail ou une entreprise dans le secteur des services. Donc, les enjeux sont différents. Pour un commerce de détail, c'est certain que vos approvisionnements sont clés. Donc, oui, on peut s'embarquer dans une démarche B Corp, c'est intéressant, mais il faut savoir qu'un jour, il faudra toucher ces approvisionnements. D'ailleurs, c'est notre message cette année. Une démarche de développement durable ou de responsabilité d'entreprise telle que B Corp ne peut pas être complète si les approvisionnements ne sont pas touchés. Donc, c'est un prérequis. En lien avec B Corp, que vaut-il mieux, B Corp ou la certification éco-responsable? Ah, bien, c'est une bonne question. La certification éco-responsable a été développée sur le territoire du Québec et il y a de l'accompagnement qui se donne sur le territoire du Québec. Je pense qu'il y a un appui même important qui risque d'être donné par le gouvernement du Québec pour aller dans ce sens-là. Donc, c'est à suivre. Les deux sont valables. Les deux sont valables, mais celle du Québec est en train de travailler pour avoir une reconnaissance internationale, alors que B Corp est déjà connue sur le plan international. C'est peut-être ça qui joue, mais je pense qu'on peut commencer par la certification éco-responsable du Québec et ça va permettre de cheminer vers celle de B Corp. Ça peut être une étape. OK. La personne a ajouté que la première séance du parcours B Corp est le 17 juin à midi. Pour information. Ah bon. par la BDC. OK. Est-ce qu'il y a le temps file? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière question. Comment augmenter notre influence sur les marques nationales? Mon Dieu, qu'est-ce que vous voulez dire par marque nationale? C'est pas très clair. Les marques des grands détaillants ou si vous voulez m'éclairer un peu sur votre question? Oui, on va laisser le temps à Eric de développer un peu plus en détail sa question. S'il est toujours avec nous, je vais regarder ça tout de suite. Eric. Ah, Eric a dû partir, mais il voulait dire sur 2 provinces. Merci, Tania. Bien, la seule chose que je pourrais dire sur ce plan-là, je ne vois pas sur 2 provinces, je n'arrive pas à bien comprendre la question. Tout simplement, on travaille pas en vase clos par province, comme quelque part on travaille avec les autres provinces canadiennes. On a des partenaires partout au Canada. On travaille avec le gouvernement du Canada. Donc, ce qu'on met en place s'applique vraiment un peu partout, là, et je pense qu'on a une influence beaucoup plus simple partout au Canada ici, là. Ça devrait être notre priorité, en fait.
Donc, mais peut-être que je ne comprends pas bien la question. Ça fait le tour de toutes les questions. Ça fait le tour. Donc, je pense qu'on va mettre fin au webinaire. Merci beaucoup, beaucoup, Anne-Marie, pour toute l'information que tu nous as livrée. Encore une fois, wow, je suis impressionnée. On espère te revoir bientôt et on va te suivre définitivement sur votre site et tout l'ajout des nouveaux outils là, que vous allez développer et qui vont pouvoir certainement servir au niveau du secteur. Merci Vanessa également pour ta participation. Donc, merci à tous les participants et au plaisir de vous revoir dans le cadre de prochains webinaires. Est-ce qu'on affiche les prochains webinaires, Vanessa? Oui, tout à fait. Oui. Donc, pour ceux qui sont intéressés dans des domaines peut-être un peu plus différents, le 16 juin prochain, un accueil optimal en temps de mesures sanitaires et le 17 juin, notre prochain webinaire sur le e-commerce omnicanal pour les petites entreprises. Donc, on est plus dans l'accompagnement au niveau du commerce électronique. Donc, merci à tous et au plaisir de vous revoir bientôt. Toute l'information va être accessible et va vous être transmise. Le webinaire enregistré également. Donc, merci à tous. Merci Anne-Marie, merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.